Chapitre 15. Mon père dit que, voilà, le moment est venu. On va faire une tentative, on verra. Si ce n'est pas possible, on recommencera demain, après-demain, on finira bien par passer. Tous deux, nous nous équipons de vêtements chauds, comme pour une expédition polaire, nous prenons des pelles et une corde. Ma sœur voudrait nous accompagner, mais Pa, qui d'habitude ne sait rien lui refuser, déclare fermement qu'il n'en est pas question. Elle restera avec sa mère, et plus tard, si la voie est libre, nous reviendrons les chercher. Noémie a beau faire des mines, verser une larme, il demeure inflexible. Tandis que nous traversons la cour, je jette, au passage, un coup d'œil au cercueil de Zoé, encore à moitié enseveli, et un peu de travers. Le voir comme cela, tout seul au milieu de cette boue, me serre le cœur, et vite je me détourne. Man est debout sur le seuil, elle tient Noémie par la main, et son visage est anxieux. « Soyez prudent, dit-elle. Si c'est trop dangereux, vous revenez. »« Promis. On y va, Simon. Tu n'as qu'à me suivre et poser les pieds dans mes traces. » Nos bottes font un bruit de succion lorsqu'à chaque pas, il nous faut les arracher à la neige molle. Une fois franchi le portail, nous attaquons la congère avec nos pelles, et, après un quart d'heure d'effort, nous finissons par la traverser. Sur la route, la couche de neige est moins épaisse, et parfois, nous sentons même l'asphalte sous nos semelles. Pa, qui me précède, progresse lentement, la corde enroulée sur son épaule, et il se sert du manche de sa pelle comme d'une canne. Il se retourne, fait un dernier signe vers la maison, et nous nous engageons sur la descente qui mène au torrent. Le vacarme est devenu si fort que nous ne pouvons plus communiquer que par gestes. Des sapins se sont abattus en travers de la route, et il nous faut nous frayer un passage entre leurs branches. Par bonheur, le pont n'a pas été détruit, mais en amont, d'énormes blocs, sans doute apportés par l'avalanche, se sont accumulés, formant un barrage au sommet duquel un flot lisse et gris s'élance pour s'écraser avec fracas au fond de la gorge. L'eau tourbillonnante frôle l'arche, et tandis que nous la franchissons, courbés, frappés au visage par un crachin glacial, je ne peux m'empêcher de penser que si le barrage brusquement cédait, nous serions à coup sûr emportés. Mais nous atteignons sans dommage l'autre rive, où la marche devient moins difficile, de telle sorte que nous parcourons assez rapidement quelques centaines de mètres. Nous nous heurtons ensuite à un amoncellement d'arbres et de pierres qu'il nous faut escalader. Le grondement du torrent a peu à peu décru, et je peux entendre la voix de mon père qui me crie « Attention de ne pas glisser. Tiens, attache-toi cela autour de la taille. » Et il me lance la corde qu'il a nouée à sa ceinture. Les pierres roulent sous mes pieds, des branches me giflent le visage, et je suis bientôt en sueur. Le paysage, ravagé, est à peine reconnaissable, et dans la grande clairière, il ne reste rien de la cabane des bûcherons. Bientôt s'enfle le vacarme de l'autre torrent, et lorsque nous finissons par l'atteindre, nous constatons que le pont cette fois s'est effondré, et que ses vestiges, balayés par un flot puissant, sont impraticables. Je rejoins mon père, qui, appuyé sur sa pelle, examine le fond du ravin. Il me regarde et hoche la tête. Rien à faire. C'est dommage, nous étions bien partis. Je remarque qu'il a une blessure à la tempe. « Tu t'es fait mal ? Tu saignes, là !»« Bah, ce n'est rien, une branche, » dit-il en s'essuyant avec son mouchoir. C'est alors que, levant les yeux, j'ai aperçu, en amont, à travers la bruine, une silhouette. L'homme est à une centaine de mètres, à mi-pente, sur l'autre rive du torrent. À cet endroit, les sapins, de haute taille, ont été épargnés, et nous le voyons, de dos, sur la lisière, occupé, semble-t-il, à abattre l'un des arbres qui surplombent la gorge. Sans doute est-il trop affairé pour remarquer notre présence, car nous avons beau hurler et gesticuler, il ne se retourne pas. Cette apparition du premier être humain que nous ayons vu depuis plus de 2 mois dissipe soudain la profonde angoisse que nous avons partagée,
Noémie et moi, et que les propos réconfortants de mon père ne parvenaient pas à écarter. Celle d'être les seuls survivants dans un monde devenu désert. Cela, bien sûr, nous terrorisait, et il nous était même arrivé de répandre quelques larmes. Et maintenant cette silhouette, là-haut, me délivre de la peur. Mon père est brusquement passé du découragement à une excitation qui lui est peu familière. Nous nous précipitons dans le sous-bois, sans nous soucier des buissons et de la neige accumulée dans les creux, où parfois nous nous enfonçons jusqu'à mi-corps. Pa continue de crier et d'agiter les bras. À un moment, il s'étale, mais il n'est pas long à se relever, et il se remet à gravir la pente qui devient plus rude. Puis un coup de vent écarte le brouillard, et nous reconnaissons Sébastien. A-t-il vaguement perçu nos cris, ou bien, comme il prétend en posséder le don, a-t-il flairé notre présence? Toujours est-il que soudain il lève les yeux. Il lâche aussitôt sa hache, fait des gestes frénétiques, et nous voyons sa bouche s'ouvrir de manière démesurée. Il doit hurler, mais ses paroles se perdent dans le bruit de l'eau. Tous trois, nous agitons les mains comme des sourds-muets, tandis que les tourbillons nous crachent leurs embruns au visage. Enfin, nous désignant l'arbre dans lequel il a déjà pratiqué une profonde entaille, Sébastien nous fait comprendre qu'il veut l'abattre, pour le jeter, en guise de passerelle, en travers du torrent. La gorge, en cet endroit, n'a guère qu'une quinzaine de mètres, de telle sorte qu'avec beaucoup d'habileté et un peu de chance, le projet semble réalisable. De l'habileté, Sébastien en a plus que personne. Et bien qu'il ait abandonné depuis des années la hache pour la tronçonneuse, il a vite retrouvé la cadence et le geste. Après avoir manifesté sa joie, il se remet au travail avec acharnement, et les copeaux volent autour de lui. Enfin, il nous fait signe de nous éloigner et donne les derniers coups de hache. Le sapin craque, frémit. Un instant, il semble hésiter, puis il s'incline et s'écrase dans un fracas de branches brisées. La cime s'enfonce dans la neige à quelques pas de nous, puis tout redevient immobile. Nous poussons des cris d'allégresse, et Sébastien lève le bras en signe de victoire. Pourtant, il lui faut encore batailler un bon quart d'heure avec les obstacles qui lui barrent le chemin, et qu'il tranche de son outil au fur et à mesure qu'il progresse au-dessus du torrent. Nous avons bien essayé d'aller à sa rencontre, mais nos pelles ne nous sont d'aucun secours, et nous devons nous résoudre à l'attendre sur la rive en l'encourageant de la voix. Plusieurs fois, son pied glisse sur l'écorce, et la fatigue ralentit ses gestes. Enfin, il émerge du fouillis de branches, et, lâchant sa cognée, il se précipite vers nous. Il y a un instant d'émotion que je ne suis pas près d'oublier. Sébastien a pris mon père par les épaules, et il lui donne une interminable accolade. Puis il m'attire vers lui et m'embrasse. Je sens contre ma joue sa moustache mouillée de sueur. Nous parlons tous trois ensemble, comme des fous, et nous avons les larmes aux yeux. De cette confusion, il ressortait que nous étions tous sains et saufs. Les geôles, eux aussi, s'étaient tirés d'affaire sans trop de dommages, bien que, sous le poids de la neige, une partie du toit se fût effondrée. Sébastien l'avait étayé, non sans peine, avec des poutres et des balles de paille. Oui, ils avaient eu des moments difficiles, mais il ne manquait pas de nourriture, car leurs 5 vaches avaient survécu. Ils avaient tué et salé leurs 2 porcs, et il leur restait encore du grain et quelques centaines de kilos de pommes de terre. Sébastien hochait la tête et criait que, bon Dieu, une neige pareille, on n'avait jamais vu ça, que le monde était devenu fou, et comment cette histoire allait-elle finir? Il n'avait pas changé. Il s'agitait et s'exclamait si fort que nous avions presque oublié le grondement du torrent. Lorsqu'il apprit que nous étions presque au bout de nos ressources, il nous offrit aussitôt de partager, et pour un peu, il serait descendu chez lui afin de nous apporter sur le champ quelques provisions. Mais mon père dit qu'il n'y avait pas d'extrême urgence, que la distance était trop grande, que nos familles risquaient de s'inquiéter. « Alors demain, comptez sur moi, » dit Sébastien. « Je vous préparerai ce qu'il faut. Vous verrez, tout s'arrangera maintenant qu'on s'est retrouvés. » « Et le village ?» demanda mon père. « Vous en avez des nouvelles ?»« Ah, le village, ça, ils n'en savaient pas plus que nous. Le Visiaphone avait été coupé dès le début de la tempête.
Le chasse-neige n'était jamais monté. Depuis, pas un signe, à part un hélicoptère bizarre qui sortait d'on ne sait où, et qui avait lâché une caisse et s'était évaporé. Drôle d'animal, oui, et pas bavard. Quant à l'œuf qu'il avait pondu, il fallait avoir vraiment faim pour le manger. De la chimie toute crachée. Et la chimie... La veille, il avait essayé, lui, Sébastien, de faire une petite reconnaissance du côté de la vallée, en suivant la route ou ce qui en restait. Mais là non plus, il n'était pas allé bien loin. Le pont sur l'Arroise avait été complètement détruit. Quel spectacle! Une eau boueuse, des tourbillons, des arbres entiers qui se fracassaient contre les rochers. Et le vacarme? Là, pas question de jeter une passerelle. Peut-être que l'autre pont en aval avait tenu, mais il en doutait. Et puis 20 kilomètres avec cette neige. Pour l'instant, ce qu'il fallait, c'était s'organiser ici. Le reste, on verrait plus tard. Oui, c'est cela, s'organiser, répétait mon père. Puis soudain, notre chèvre est morte. Ah oui, vous l'avez mangée? Non. Morte de maladie, de peur peut-être, je ne sais pas, quand les loups sont venus rôder. Et d'où ils sortaient, ceux-là? Vous vous rendez compte, des loups, on aura tout vu. J'avais bien envie d'en fusiller quelques-uns, mais j'ai pensé que ça ne servirait à rien, et qu'il valait mieux économiser les cartouches. Ça pourra être utile pour le gibier, si toutefois il en reste. Pour le gibier, oui, et peut-être pour autre chose. Autre chose? Je me demandais ce qu'il voulait dire, Sébastien, mais je n'eus pas le temps de l'interroger, car déjà il s'était tourné vers mon père. Bon, il commence à se faire tard. Alors c'est entendu, vous venez déjeuner demain, tous les 4. On aura le temps de parler. Le lendemain, pas besoin de me dire 2 fois de sortir du lit. Dans mon impatience, je me levai au petit jour, vif et frais, comme si, la veille, je n'avais pas bataillé pendant des heures avec la neige. Je poussai les volets. Ils s'ouvraient librement, je respirais l'odeur de la forêt. À l'horizon pâlissaient les dernières étoiles. Et ce paysage, que j'avais entrevu si souvent le matin, avant de partir pour le collège, et à vrai dire sans trop y prendre garde, me parut soudain merveilleux. Aussitôt je pensai à Catherine. Je retrouvai son visage. Je lui avouai mon amour, j'osais l'embrasser. Mais très vite, je ressentis les tiraillements de la faim, et c'est plutôt à Madame Jaule que je me mis à songer. Une fameuse cuisinière, comme moi. Et Sébastien n'avait-il pas parlé de petits salés et de pommes de terre? Toutes ces rêveries se mélangeaient un peu dans ma tête, et si j'avais pu les concilier en festoyant avec Catherine, je crois que j'aurais été parfaitement heureux. Pour le petit déjeuner, il nous fallut nous contenter d'une boîte de magma brunâtre et de quelques biscuits. Ils nous tiendraient au corps pour la route. Quant à leur goût, c'était autre chose. Mais nous étions si impatients de partir que nous eûmes vite fait de les avaler. Puis j'allai garnir leur atelier de la vache, Noémie versa un peu de lait au chat, et nous sortîmes du chalet. Le soleil levant éclairait la façade et les vestiges du tas de bûches. Contre le mur, il faisait presque tiède. Mon père s'attarda un instant sur le seuil, comme s'il hésitait, puis finalement, il donna un tour de clé à la serrure. La marche fut beaucoup moins difficile que la veille, puisque nous pouvions suivre nos propres traces, et en une demi-heure, nous atteignîmes la bâtie. Cette fois, Passe était muni d'une hache, et nous pûmes souffler un moment, tandis qu'il élargissait le passage. Ma mère s'était adossée à un sapin, et elle s'essuyait le front. Elle avait l'air fatiguée, mais elle s'efforçait de sourire. « Ça ira, dit-elle. Je vais me reposer un peu. J'ai hâte d'arriver pourtant. » Noémie, qui furetait dans les buissons, cria qu'elle avait vu bouger quelque chose, et aussitôt, un merle s'envola et fila entre les branches. Son apparition, dans le soleil du matin, me remplit de joie. S'il avait survécu, d'autres bêtes avaient dû faire de même, et le monde ne tarderait pas à se repeupler. Le grand oiseau, qui quelques semaines auparavant s'était posé près de la terrasse, tenait du cauchemar, et je me demandais parfois si, dans notre égarement, nous n'avions pas rêvé. Je revoyais ses longues pattes, ses ailes molles et comme poussiéreuses. J'entendais encore son cri rauque dans le silence de la neige. Ici, rien de tel, mais un simple merle.
une présence familière, et comme le signe que nous avions enfin renoué avec notre vie ancienne. Rien de plus émouvant que cette fuite sombre dans le sous-bois. Bientôt aussi, des pousses vertes sortiraient de la terre que le gel et la neige avaient brûlée. Elles couvriraient les prairies, les talus, les éboulis, se glissant entre la rocaille. Les graines, les bulbes étaient là, en attente, sous nos pieds. À 10 heures, nous étions au bord du torrent. Le sapin avait tenu, bien que l'eau eût encore monté depuis la veille. Le courant se tordait avec un grondement furieux à moins d'1 mètre du tronc. Nous nous y engageâmes, l'un après l'autre, en nous agrippant à la corde. Je me souviens du vertige qui me saisit lorsque j'eus atteint le milieu, et je faillis glisser. Mais nous réussîmes à gagner sains et saufs l'autre rive. Malgré mon soulagement, je songeais que si par malheur l'arbre était emporté, nous n'aurions plus aucun moyen de regagner notre maison. Mais les silhouettes de Sébastien et de Marc, qui venaient à notre rencontre, étaient apparues, au-dessus de nous, à mi-côte, et j'oubliai aussitôt mon inquiétude. Le chalet des Geôles avait plus que le nôtre souffert de la catastrophe. Une partie du toit s'était en effet effondrée. Une avalanche avait déversé dans la prairie voisine un chaos boueux, hérissé de branches et de pierres, et quelques-uns des grands mélèzes qui bordaient la route s'étaient abattus. Mais déjà Sébastien et son fils avaient déblayé la cour, où le troupeau prenait l'air entre les talus de neige. Des chevrons neufs, grossièrement taillés à la hache, avaient été hissés sur le toit, dont la brèche était à demi colmatée avec des planches. Un tas de bûches s'élevait près de la porte, et la cheminée fumait. On sentait que le combat avait été rude, mais que personne ne s'était abandonné au désespoir. Je n'ai pas oublié le festin que nous fîmes ce jour-là, le meilleur de ma vie, comme disait parfois mon père. Après les embrassades, les exclamations, les récits de nos malheurs, nous eûmes vite fait de nous mettre à table. Madame Geôle avait préparé un plat de charcuterie, le fameux petit salé, et une vraie tarte aux pommes avec de la vraie farine. Quant à Sébastien, il était allé chercher 2 bouteilles de vin à la cave, et même nous, les enfants, nous eûmes droit à un petit verre. Soudain, tout le monde fut joyeux. « Ne vous en faites pas, on s'en tirera. Le plus dur est passé, » criait Sébastien. « Que diable, nous sommes vivants, ce n'est pas rien. » Il avait retrouvé sa voix, il gesticulait. Parfois, il frappait du poing sur la table. « Allons, calme-toi, » disait madame Geôle. « Me calmer ? On a été bien assez calme comme ça ces derniers temps, terrés comme des marmottes. Vous savez, on pensait souvent à vous. Est-ce qu'ils vont tenir là-haut ? Comment ils se débrouillent ? De temps en temps, je tirais quelques coups de fusil en espérant que vous entendriez. » « On n'a rien entendu, dit pas. Nous, on faisait des signaux de fumée. Jamais rien vu avec cette forêt. À propos, il me semble qu'il y en avait de la fumée du côté de Mareuil, quand je suis descendu jusqu'à l'Arroise ce matin. Mais à cette distance, pas facile de savoir. Quant à traverser, ma cache, un océan, il faudrait une barque, et encore. L'eau finira bien par baisser. Oui, alors on verra. Pour l'instant, à votre santé à tous. Il levait son verre, et il répétait que tout irait bien. Nous avions les bêtes, du fourrage. D'ici peu, l'herbe allait repousser. Il avait gardé du blé, du plant de pommes de terre, des graines pour le jardin. Il nous en donnerait. Le seul problème, ce serait de labourer. Plus d'essence pour le tracteur. « J'ai encore une 30aine de litres, » dit mon père. « 30 litres ? Merveilleux ! En prenant garde, ça devrait suffire dans l'immédiat. Au besoin, j'utiliserai l'arère. J'attellerai une vache. » Puis, ils se mirent à discuter pour savoir s'ils planteraient ici ou là, quel champ conviendrait le mieux, et, bien entendu, ils n'étaient pas d'accord. Ils recommençaient à se chamailler comme avant. Et moi, je vous dis, vous avez tort, il faudrait mieux. Allons, allons, disait ma mère. Moi, j'étais assis avec Marc devant la cheminée, et il me montrait des dessins qu'il avait faits ces dernières semaines pour passer le temps. Noémie jouait sur le seuil avec le chien. Mam parlait avec madame Geôle, et je l'entendais soupirer. Qu'est-ce que nous allons trouver au village ? Vous croyez qu'ils ont réussi à tenir ? C'est fumé pourtant. C'est bon signe.